Je m'appelle Hélène. J'ai 73 ans. Il y a 1 an, ma vie a basculé. Ce n'est pas arrivé avec fracas, non. C'est arrivé un dimanche midi dans la salle à manger que mon père avait fait construire. Ma propre fille, Lucie, m'a regardée par-dessus son assiette de rôti froid et m'a dit « Maman, les parents de Stéphane et sa sœur Karine vont venir s'installer ici. C'est décidé. » Elle n'a pas dit « Qu'en penses-tu » Elle n'a pas dit « Pourrions-nous les aider » Elle a dit « C'est décidé, ici, dans ma maison. » La maison de mes parents à Givry en Saône-et-Loire. La maison où j'ai grandi, où j'ai élevé Lucie. La maison où mon mari Jean est mort il y a 5 ans. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais plus chez moi. J'étais devenue une gêne. Un meuble qu'on déplace en attendant de savoir où le mettre. Et le pire, c'est que j'avais moi-même ouvert la porte à cette invasion. Avant ce dimanche, ma vie était réglée. On dit réglée comme on parle d'une horloge. C'est exactement ça. Une vieille horloge comtoise qui sonne juste mais qui a besoin d'être remontée chaque jour. J'étais veuve. Ma retraite de secrétaire après 35 ans, passée à l'étude de Maître Garnier, le notaire du bourg, n'était pas épaisse, mais elle suffisait. La maison était payée depuis longtemps. Je me levais à 7 heures. Je descendais dans ma cuisine encore fraîche. Le carrelage en damier, noir et blanc, me rappelait ma mère. Je préparais mon café filtre. Je prenais une biscotte avec un peu de confiture d'abricot maison. J'ouvrais les volets sur le jardin. C'était mon orgueil, ce jardin. Surtout mes rosiers, pierres de Ronsard, qui grimpaient sur la façade en pierre. Vers 9 heures, je prenais mon cabas et je descendais au village. Un petit bonjour à la boulangère, un mot avec la pharmacienne sur la météo ou mes petites douleurs. Je vivais seule, mais je n'étais pas isolée. J'avais mes habitudes. Le mardi, c'était le marché. Le jeudi, je retrouvais mon amie Colette pour une belote au café Le Commerce. Je m'occupais de mon chat Pompon. Je regardais des chiffres et des lettres. Une vie simple. Une vie de femme de mon âge en Bourgogne, où les hivers sont gris et les étés parfois lourds. Ma fille Lucie vivait à Lyon. Elle avait épousé Stéphane. Un homme que je n'ai jamais vraiment senti. Il était commercial, toujours entre 2 voitures, toujours au téléphone, à parler d'argent de coups à faire. Il n'avait pas d'enfant. Lucie disait toujours que ce n'était pas le moment. L'année dernière, j'ai fait une mauvaise chute. Un samedi matin pluvieux, en allant chercher le journal de Saône-et-Loire dans la boîte aux lettres. Le perron était glissant, une fracture du poignet. Rien de dramatique, mais j'ai eu peur. J'ai passé 3 heures par terre avant que Madame Girard, ma voisine, ne s'inquiète de ne pas voir mes volets ouverts. Cet incident a tout changé. Lucie est arrivée de Lyon paniquée. « Maman, tu ne peux plus rester seule. C'est de la folie. Tu vas mourir ici, et personne ne le saura. » Sa sollicitude m'a touchée, mais elle m'a aussi fait mal. De la folie vraiment. Pour un poignet cassé, mais la peur s'était installée en moi. La peur de la prochaine chute. 2 semaines plus tard, Lucie et Stéphane sont revenus. Ils avaient une proposition. Maman m'a dit « Lucie, en me prenant les mains, on a réfléchi. La vie à Lyon nous stresse. Stéphane veut se mettre à son compte. Et toi, tu as besoin d'aide. » Stéphane a enchaîné. La maison est immense pour toi, Hélène. On pourrait s'installer à l'étage.
On rénoverait l'ancien grenier pour en faire notre bureau. On serait là. On ferait les courses. On t'aiderait pour le jardin. Tu ne serais plus seul. La solitude. C'était le mot magique, ou le mot poison. J'étais seule, c'était vrai. Le silence de la grande maison était parfois assourdissant. L'idée d'entendre des pas à l'étage, l'idée de dîner partagé. J'ai dit oui. J'ai dit oui parce que j'avais peur de tomber à nouveau. J'ai dit oui parce qu'elle était ma fille unique. J'ai dit oui parce que je pensais qu'elle faisait ça par amour. Ils ont emménagé 1 mois plus tard. Au début, c'était presque joyeux. Ils ont vidé le grenier rempli de vieux meubles de Jeanne. Ils ont repeint. Stéphane était souvent sur les routes, mais Lucie était là. Nous prenions le café ensemble. Elle a commencé à réorganiser la maison. Maman, ce buffet, il est magnifique, mais il prend toute la place dans le salon. On va le monter au grenier. Maman, ta vieille cuisinière, elle consomme énormément. Stéphane a trouvé une plaque à induction en promotion. Petit à petit, mes affaires disparaissaient. Mes habitudes étaient bousculées. Ils prenaient leur repas à des heures impossibles. La musique de Stéphane résonnait le soir. Je me suis retrouvée confinée au rez-de-chaussée dans ma chambre et le petit salon où j'avais mis la vieille télévision de Jean. Puis j'ai commencé à entendre des bribes de conversations téléphoniques. Stéphane dans le jardin qui parlait fort. Des mots comme dette saisis par an. Je n'osais pas poser de questions. Lucie était devenue irritable. Maman, tu n'es pas obligée d'écouter aux portes. Je n'écoutais pas, ma chérie. Je voulais juste te demander pour le linge. On s'en occupe, maman. Repose-toi. On me demandait sans cesse de me reposer, comme si j'étais déjà à moitié morte. Le déclencheur a été ce fameux dimanche midi. L'ambiance était électrique. Stéphane n'avait pas dit un mot, il regardait son téléphone. Lucie servait le rôti que j'avais préparé avec une main crispée. « Il y a un problème, mes enfants, j'ai risqué. » Lucie a posé le plat si fort que la sauce a giclé. « Oui, maman. Il y a un problème. Les parents de Stéphane ont un problème. » Elle m'a expliqué. Bernard et Monique, ses beaux-parents, vivaient dans le Var. Ils avaient, semble-t-il, fait de mauvais placements. Leur appartement était en train d'être saisi par la banque. Ils n'avaient plus rien. Et sa belle-sœur Karine, qui vivait encore chez eux à 30 ans passés, se retrouvait à la rue avec eux. Mon cœur s'est serré. C'était une situation terrible. Mon Dieu, ai-je dit. Mais que vont-ils faire? Stéphane a levé les yeux de son téléphone. Son regard était froid. Ils vont venir ici. J'ai cru mal entendre. Ici, à Givry, mais pour combien de temps il y a un hôtel au centre? Pas un hôtel, maman. Ici, dans la maison, a dit Lucie. J'ai senti le sol se dérober. Mais, Lucie, il n'y a pas de place. Vous avez l'étage, je suis au rez-de-chaussée. Il y a la grande chambre d'amis, dit-elle, et l'ancien bureau de papa. Karine prendra le canapé-lit dans le bureau de Stéphane. Je me suis levée. Mon verre d'eau a tremblé. Lucie, tu ne peux pas décider ça sans moi, c'est ma maison, l'ancien bureau de ton père. C'est son souvenir, et c'est là qu'elle a prononcé la phrase. Maman, les parents de Stéphane et sa sœur Karine vont venir s'installer ici. C'est décidé. Ils arrivent mardi prochain. C'est ça où mon mariage éclate. Tu comprends, je n'ai rien compris du tout. J'ai seulement vu que ma fille préférait sauver son mariage plutôt que de protéger sa mère. Le mardi suivant a été le pire jour de ma vie depuis l'enterrement de Jean. Une camionnette de location s'est garée devant le portail.
3 personnes en sont descendues. Bernard, un homme gris qui n'a pas osé me regarder. Monique, sa femme petite nerveuse, avec des yeux durs qui ont tout de suite jaugé la maison. Et Karine, leur fille en survêtement, un casque audio autour du cou, qui mâchait du chewing-gum. Lucie et Stéphane les ont accueillis à bras ouverts. « Entrez, entrez, vous êtes chez vous. » J'étais debout dans l'entrée dans ma robe de chambre, incapable de bouger. Monique m'a à peine saluée. « Ah, c'est Hélène. Bonjour. » C'est grand. Un peu vieillot, n'en faudra rafraîchir. Ils ont commencé à monter leurs affaires. Des valises, des cartons, des sacs en plastique. Stéphane a ouvert la porte du bureau de Jean. C'était ma pièce sanctuaire. Ses livres, son fauteuil en cuir, son bureau sur lequel je laissais toujours une rose fraîche. « Allez, Karine, on va te mettre là, » a dit Stéphane. Non, j'ai crié. Pas un cri fort, un cri étranglé. Non, pas ici. C'est le bureau de Jean. Lucie s'est retournée furieuse. « Maman, arrête de faire une scène. Tu nous fais honte, Jean est mort, il faut passer à autre chose. » Karine a besoin d'une chambre. Karine a ri. « Vous inquiétez pas, je vais pas toucher à ces vieux bouquins poussiéreux. » Ils ont poussé le fauteuil de Jean dans le couloir. Ils ont commencé à installer un lit pliant. La confrontation a duré des semaines. Mais ce n'était pas une confrontation bruyante. C'était une guerre de silence d'usure. Je n'étais plus chez moi. J'étais l'occupante du rez-de-chaussée. Ils étaient 6 maintenant dans la maison. Moi, j'étais seule. La salle de bain du bas, la mienne, était constamment occupée par Karine. Elle y passait des heures, laissant ses affaires traîner, vidant mon flacon d'eau de Cologne. La cuisine était leur territoire. Monique avait pris les commandes. Elle cuisinait des choses grasses, des frites, des saucisses, dont l'odeur imprégnait mes rideaux. Elle critiquait ma vaisselle. « Vous n'avez même pas de verres à bière corrects, Hélène. » Le soir, ils prenaient possession du salon. La télévision hurlait des émissions de télé-réalité que je détestais. Je n'entendais plus ma France Musique le soir. Bernard fumait dans le jardin, jetant ses mégots dans mes rosiers. J'ai essayé de parler à Lucie. Je l'ai attrapée un matin dans la cuisine. « Lucie, je t'en prie, je ne peux plus. Je n'ai plus de place. Je n'ai plus de vie. » Elle s'est essuyée les mains sur un torchon. Son visage était dur, un visage que je ne lui connaissais pas. « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman? Que je les jette dehors? C'est la famille de mon mari. Tu devrais être contente, tu n'es plus seule. Je préfère être seule que d'être comme ça. Effacée. Tu es égoïste, a-t-elle sifflé. Tu as toujours été égoïste. Tu as cette grande maison et tu ne veux la partager avec personne. Stéphane fait tout pour toi, on paye les factures, on fait les travaux. C'est là que j'ai compris. Les travaux. Une semaine plus tard, Stéphane et Lucie m'ont convoqué dans le salon. Monique et Bernard étaient là aussi. Un tribunal. Hélène a commencé Stéphane d'un ton faussement mielleux. On a un souci. La maison est vieille. L'isolation est mauvaise, la chaudière va lâcher. On a fait des devis. Il y en a pour au moins 40 000 €. Mon sang s'est glacé. Mais je n'ai pas cet argent, Stéphane. Nous non plus, dit-il. Mais la banque est d'accord pour nous faire un prêt, à une condition. Il a regardé Lucie. Lucie a pris le relais. Il faut que la maison soit mise en garantie, et comme elle est à ton nom,
Ce serait plus simple, maman, si tu nous faisais une donation. Ou une vente. Enfin, Maître Garnier t'expliquera. Mon notaire ai-je dit. Maître Garnier est mort. Non, son fils, Maître Dubois. C'est lui qui s'occupe de nos affaires. On a rendez-vous jeudi prochain pour signer les papiers, pour que la maison soit à nous enfin, à nous deux avec Stéphane. C'est normal, non, on s'occupe de tout. Ils allaient me prendre ma maison. Ils m'avaient d'abord envahi, puis ils m'avaient humilié, et maintenant ils allaient me dépouiller. Et c'est ma propre fille qui tenait le couteau. J'ai hoché la tête. Oui, oui, bien sûr. Le notaire. Jeudi. J'ai senti un calme étrange m'envahir. Le calme de la résignation ou peut-être de la colère. J'ai passé les jours suivants dans ma chambre. Je faisais semblant d'être malade fatiguée. Ne vous inquiétez pas pour moi, disais-je. Le lundi matin, alors que tout le monde était encore en pyjama ou que Karine dormait, je me suis habillée. J'ai mis mon manteau gris, mon foulard et je suis sortie. J'ai marché jusqu'au bourg. Mais je ne suis pas allée à la boulangerie. Je suis allée à l'étude. Maître Dubois, le fils de mon ancien patron. La secrétaire m'a reconnue. Madame Hélène. Quelle bonne surprise. Venez entrer. Maître Dubois va vous recevoir. Le jeune notaire m'a serré la main. Madame Hélène. Ma secrétaire m'a dit que vous aviez rendez-vous jeudi avec votre fille. J'ai besoin de vous parler avant maître. En urgence et en toute confidentialité. Je me suis assise et j'ai tout raconté. L'invasion, l'humiliation, le bureau de mon mari, la chaudière, le prêt. Il m'écoutait, le visage grave. Quand j'ai eu fini, il a joint ses mains. Madame Hélène, je vous ai connue, j'étais enfant, vous travailliez ici. Je vais être très clair avec vous. Il a ouvert un dossier sur son ordinateur. La maison vous appartient en pleine propriété. C'était un bien propre de vos parents. Votre mari n'avait pas de part. Votre fille Lucie n'a, pardonnez-moi, strictement rien avant votre succession. Ce qu'il vous demande, c'est de vous déposséder. Je sais, ai-je murmuré. Le rendez-vous de jeudi a-t-il continué? C'est pour une donation-partage ou une vente en viager à leur profit. Si vous signez, vous n'êtes plus chez vous, légalement. Que puis-je faire? Ai-je demandé. D'abord, ne pas venir jeudi, dites-vous malade. Ensuite, vous avez 2 options. L'expulsion. Police, justice. Ce sera long et pénible. C'est ma fille, et, ai-je dit les larmes aux yeux. Je comprends. Alors, il y a la 2e option. La loi est de votre côté, Hélène. Vous êtes chez vous. Vous pouvez vendre. Vendre la maison. À qui vous voulez. Et partir. Partir avec l'argent et refaire votre vie. Ailleurs, en paix. Partir. L'idée était terrifiante. Quitter la maison de mes parents. Mais partir. Être libre. Je n'ai nulle part où aller. Mon étude a un service immobilier. On peut s'occuper de la vente très discrètement. Et on peut vous trouver un petit appartement à Châlons ou à Mâcon. Un T2 facile à entretenir. Mon ancienne vie de secrétaire m'est revenue. J'étais efficace autrefois. Maître, ai-je dit en me redressant. Mettez la maison en vente.
mais immédiatement, et en secret. Je ne veux pas qu'ils le sachent avant que ce soit fait. Ce sera difficile avec eux à l'intérieur. Ils partent tous samedi prochain. C'est l'anniversaire de la mère de Stéphane dans le Var. Ils y vont pour le week-end, sauf moi. Je suis trop fatiguée pour la route. Maître Dubois a souri. Un vrai sourire. Parfait. J'ai un couple de Hollandais qui cherchent exactement ce type de bien en Bourgogne. Je peux organiser une visite samedi après-midi. La revanche, ce n'était pas un plat qui se mangeait froid. C'était un acte notarié. Jeudi, j'ai joué la comédie. Je suis restée au lit. Je ne me sens pas bien, Lucie. Reporte le notaire. Je ne peux pas signer comme ça. Lucie était furieuse, mais elle ne pouvait rien dire devant ses beaux-parents. Bon, d'accord. Mais la semaine prochaine sans faute. Samedi matin, ils sont partis. La maison est devenue silencieuse, un silence merveilleux. À 14h, Maître Dubois est arrivé avec le couple hollandais. Ils ont adoré. Les vieilles pierres, le jardin, le charme français. Ils n'ont pas posé de questions sur le lit, pliant dans le bureau. Maître Dubois a dû leur dire que c'était la chambre d'un ami de passage. Ils ont fait une offre très correcte. La semaine suivante, je suis allée à la banque. J'ai vidé mon livret A et mon assurance vie que Jean avait sagement mise à mon seul nom. J'ai transféré l'argent dans une autre banque à Châlons. J'ai signé le compromis de vente chez Maître Dubois. J'ai trouvé un petit appartement à louer près des quais de Saône à Chalon-sur-Saône. Près de mon amie Colette, j'ai commencé à faire mes valises, en secret. Je cachais mes cartons chez ma voisine Madame Girard qui avait tout compris sans que j'aie besoin de parler. C'est pour le secours catholique, je disais à Lucie. Le plus dur a été de trier les affaires de Jean. J'ai gardé son fauteuil. J'ai fait un don du reste et j'ai pris Pompon mon chat. Le délai légal de 3 mois est passé. C'était un purgatoire. Je vivais avec l'ennemi. Je souriais, je hochais la tête. J'étais devenue transparente. Ils ne me voyaient même plus. Ils parlaient de leurs travaux, de leur cuisine devant moi, comme si je n'existais pas. Le jour de la signature finale est arrivé. Un mardi de novembre, gris et pluvieux. Je vais chez le médecin à Châlons et je mentis. Pour mon poignet. J'ai pris le bus, j'ai signé l'acte de vente. L'argent a été viré sur mon nouveau compte. La maison n'était plus à moi. J'avais un nouveau trousseau de clés dans ma poche. Des clés légères. Celles de mon appartement. Je ne suis pas retournée à Givry. J'ai pris un taxi jusqu'à mon nouveau T2. Mon amie Colette et Madame Girard avaient tout installé. Le fauteuil de Jean était près de la fenêtre, avec vue sur la rivière. Pendant ce temps, à 17h, à 7h, à Givry, Maître Dubois, accompagné d'un huissier de justice, a sonné à la porte de ce qui avait été ma maison. Lucie a ouvert. Maître Dubois, maman n'est pas rentrée. Bonjour, madame. Je ne viens pas pour votre mère. Je viens vous signifier que cette maison a été vendue. La signature a eu lieu ce matin. Les nouveaux propriétaires vous demandent de quitter les lieux sous 15 jours. J'ai appris la suite par Colette, qui l'a apprise par Madame Girard. Ce fut, paraît-il, une scène d'hystérie. Lucie, hurlant. Vendue. Mais c'est impossible. C'est sa part d'héritage. L'huissier très calme. Madame, votre mère est vivante et en pleine possession de ses moyens. Il n'y a pas d'héritage. L'acte est valide.
Si vous n'êtes pas parti au terme du délai, les nouveaux propriétaires engageront une procédure d'expulsion. Et ils vous réclameront une indemnité d'occupation pour chaque jour passé ici. Stéphane a essayé de m'appeler 20 fois, 30 fois. Mais j'avais changé de numéro, ils ont dû partir. La camionnette de location est revenue. Les beaux-parents sont allés dans un foyer pour travailleurs faute de mieux. Karine est retournée à Lyon. Lucie et Stéphane ont dû louer un petit F2 en banlieue lyonnaise. Lucie est venue chez Colette. Elle a pleuré, elle a crié. Elle voulait me voir. Dis-lui qu'elle a brisé la famille. Dis-lui qu'elle m'a volé mon héritage. Colette lui a répondu calmement. Lucie, tu n'as pas d'héritage. Tu as une mère. Et tu l'as traitée comme un déchet. Elle ne veut plus te voir. Aujourd'hui, je suis assise dans mon fauteuil, pompon d'or sur mes genoux. Je regarde la Saône couler. C'est calme. Mon appartement est petit, mais il est à moi. Je n'ai plus de rosiers, mais j'ai un balcon avec des géraniums. J'ai perdu ma fille, je le sais. Il n'y a pas de victoire là-dedans. C'est une blessure qui ne guérira jamais. L'amour d'une mère, c'est une chose étrange. Il survit même à la pire des trahisons. Mais j'ai sauvé ma dignité. J'ai sauvé ma paix. Lucie et Stéphane avaient vu une maison. Une grande maison vide, facile à prendre. Ils n'avaient pas vu que j'étais encore dedans. On dit que le sang est plus épais que l'eau, c'est peut-être vrai, mais parfois un acte notarié est plus solide que le sang. On ne peut pas forcer l'amour, mais on peut et on doit protéger sa maison. Et quand la maison n'est plus un refuge, la seule dignité qui reste, c'est de savoir fermer la porte.